Les extraits que je vais vous passer sont en fait des analepses, ce qui caractérise un petit peu le film de Kassovitz, un petit peu moins le film de Enki Bilal. L'analepse retour en arrière, flashback, dans le film de Kassovitz est intérieur à la diégèse et donc englobe en fait l'ensemble du film, tandis que lorsqu'on regarde les images du film d'Enki Bilal, on sort de la diégèse proprement dite et on va donc faire un tour du côté de l'histoire de l'humanité via le cinéma. Non, ça marche. Pardon. Il y a un problème de son. C'est pas branché. Voilà. Vous entendez quelque chose? Non? Oui? D'accord. Oui? Whenever I've read that bumper sticker, I've had to laugh. Save the planet. What for? And from what? Ourselves? What about God? Can he help us? I don't think so. God gave us what we have to see how we use it. Shit, rats in a cage would have done it better. Life's a bitch and then you die. Bumper sticker philosophy. Yeah, right. Sometimes you get a second chance. Donc on se trouve là à la fin du film. What you missed the first time will guide your memory with our computer. Are you ready, Mr. Turing? I hope so. Fast forward. Fast forward, not too fast. Those are his wars. Don't bring him too far back. Losing control. He's getting back too far. Let's just try to bring him back. Don't need him there. Bring him forward. Let's wait, let's wait, let's wait. I need you to live.
Don't bring him back yet. Go home. What does it mean? Donc l'extrait que l'on vient de voir d'Immortel montre le personnage de Jill en train de visiter un musée, ce qui peut éventuellement faire songer une citation du film de Hitchcock, Vertigo, où l'on voit aussi Madeleine venir dans un musée pour retrouver en quelque sorte son pseudo-passé. Alors, il se trouve donc que le temps, sujet de fiction particulièrement exploité à travers le thème de voyage de l'Odyssée d'Homère à celle de Kubrick, est aussi une obsession du cinéma qui se confond avec ses origines. Dans mon expérience de spectateur, car je ne suis qu'un spectateur de film, l'intérêt pour le traitement du temps par la SF a pris naissance avec La Jetée de Chris Marker et avec Vertigo d'Alfred Hitchcock. D'autres œuvres, telles celle de Tarkovsky, Le Sacrifice, ou son ouvrage Le Temps scellé, montrent que la SF peut aborder la question du temps de façon intime, tout individu humain étant concerné, sinon fasciné, par sa propre fin. Je rappellerai ici accessoirement que Chris Marker a réalisé en 1999 un film sur Andrei Tarkovsky intitulé Une journée d'Andrei Arsenovitch. Le livret DVD de Jean-Luc Godard, de l'origine du XXIe siècle, montre que les documents historiques se trouvent dans nos mémoires agglutinés à la fiction, aux histoires de cinéma. Si le film de Godard n'est pas une œuvre d'anticipation, il tire de ce XXe siècle un montage de documents filmiques qui nous alerte sur ce que pourrait être le XXIe siècle. Il me semble qu'ainsi, quelque chose comme une boucle se forme. Le déroulement d'un récit, on le sait, est influencé par sa fin. Or, dans mon approche ici de la science-fiction, c'est la fin pressentie de l'humanité qui entraîne une discordance des temps. Une représentation de catastrophe finale alimente nos peurs et le cinéma de science-fiction mise beaucoup sur le spectaculaire pour user simultanément de la fascination et de l'exorcisme. Mais les films auxquels je vais me référer parlent moins d'apocalypse que de renaissance, de cycle de vie, de retour au point de départ, de nostos. On l'a vu dans l'extrait de Adé Babylone. Dans Adé Babylone de Kassovitz, le héros, Tour Europe, qui fait penser éventuellement phonétiquement au moins à Tour Operator, veut revenir à New York, dont il a été banni, tandis que dans Immortel ad vitam, le dieu Horus, arrivé à la fin de son existence immortelle, ne songe qu'à féconder une jeune femme non humaine,
Jill, pour renaître à travers sa descendance, et que, dans le même film, John, ayant terminé sa course millénaire de galaxie en galaxie, s'est chargé de protéger cette même Jill apparue 3 mois plus tôt dans une zone de Central Park appelée zone d'intrusion, inexplicablement inaccessible aux humains. D'une façon générale, les dieux et les hommes semblent souffrir d'une inadaptation au temps, peut-être même de dyschronie. Dans les 2 films dont nous avons vu les extraits, les personnages centraux, en l'occurrence Turop dans Un des Babylone et John dans Immortel, sont à la fois des voyageurs et des passeurs. Le premier, Turop, aidera Aurora, une femme qui est une création de l'homme, mais qui n'est pas une créature humaine, à accomplir sa destinée et à rejoindre son père. Et le second, John, aidera Jill, une non-humaine, à devenir définitivement humaine. L'une comme l'autre donneront naissance à des jumeaux. L'un des jumeaux de Jill, fécondé par Horus, sera un très joli faucon au plumage bleuté. Dans une première partie, je vais considérer de manière assez large la question des jeux avec le temps dans le cinéma de science-fiction, quand il est confronté à la fin des temps, ou si l'on préfère à l'Apocalypse, pour aborder dans un deuxième temps la question plus particulière de la naissance ou de la renaissance. La question des jeux avec le temps a été étudiée, en particulier par Sandrine Torres, dans Les temps recomposés du film de science-fiction, et elle conclut que le cinéma de science-fiction ne s'éloigne pas des caractéristiques propres à tout récit qui exploite le thème du voyage dans le temps. Pour aborder la discordance des temps dans le cinéma de science-fiction, il faut considérer les choses à partir de la fin, de façon simpliste. Disons que 4 cas se présentent. Dans le premier cas, on suit le déroulement du temps jusqu'à l'Apocalypse. La fin des temps coïncide alors plus ou moins avec la fin du film. Prédiction d'Alex Proyas en 2008 montre le spectacle de l'anéantissement. J'insiste sur le mot spectacle. Mais, dit justement Jean-Pierre Audrevon, aucun récit ne serait envisageable sans les survivants. L'anéantissement n'est donc jamais vraiment total. Des films comme Cloverfield ou Rec proposent des solutions à la marge. Dans le second cas, le film situe la diégèse bien au-delà de l'Apocalypse, ou bien le personnage principal se retrouve dès le début dans une période postérieure à l'Apocalypse, après un voyage dans le temps, La planète des singes de Schaffner en 1968, ou bien le spectateur l'accompagne à la faveur d'un saut vers le futur, assorti d'une ellipse considérable au sein du récit, voire la fin de Intelligence artificielle de Steven Spielberg en 2001. Dans le troisième cas, le film montre un monde qui finit, ce qui est différent de la fin du monde, Armageddon par exemple, Le jour d'après, La route ou 2012. Peu différent du précédent, le dernier et 4e cas raconte que l'apocalypse n'a pas encore eu lieu, mais son approche se manifeste par des signes. La guerre est partout, à des Babylones, de Mathieu Kassovitz donc, ou bien les hommes sont une espèce en voie de disparition car les femmes n'enfantent plus, les fils de l'homme. Mais comme dans tout récit portant sur une fin humaine, le temps s'accélère, il est compté et la précarité envahit toute l'existence. Les films sur l'Apocalypse sont inséparables d'un resserrement du temps et de l'espace qu'on peut regarder comme figure de l'angoisse, non sans rapport avec le genre du thriller. La fin des Fils de l'Homme raconte une fuite hors d'un espace concentrationnaire pour une hypothétique terre promise. The Truman Show, 1998 de Peter Weir, ou Dark City, toujours 1998 d'Alex Proyas, montre des héros qui cherchent à s'évader d'un monde qui a été transformé pour mieux les assujettir. Mais il y a bien d'autres exemples, THX 1138 par exemple, de George Lucas en 1970, ou The Island de Michael Bay en 2005. Ce n'est qu'in extremis qu'apparaît une tonalité positive. Elle se présente sous la forme d'une naissance qui constitue, par exemple, la fin d'Immortel, Ad Vitam de Kibilal ou d'Adé Babylone. Dans presque tous les cas, l'après est très souvent envisagé en rapport avec un enfant qui survivra, la présence de l'enfant étant déjà dans les dernières images de 2001, l'Odyssée de l'espace. Innocence préservée de l'horreur de la fin des temps, c'est lui, l'enfant, qui est au cœur des scénarios apocalyptiques. Dans le film d'Andrei Tarkovsky, Sacrifice, qui n'est pas un film de science-fiction, mais qui se sert de la SF pour dire l'angoisse devant la mort, c'est un petit garçon qui se nomme tout bêtement Petit Garçon, qui occupe le cœur du film. Dans les films Terminator, donc je continue sur le jeu avec le temps est au fondement de la fiction.
Chaque film raconte comment les machines vont venir du futur, Terminator 1 de James Cameron en 1984, ou Envoi vers le futur, Terminator Renaissance de McG en 2009, un robot qui a l'apparence d'un homme, qui sous l'apparence d'un homme, est chargé d'empêcher la naissance de John Connor et de supprimer ainsi tout espoir de résister à l'anéantissement de l'homme par les machines. Maîtriser la matière du temps devient le moyen de résister à la destruction de l'espace. Le récit de l'Apocalypse porte en lui-même fin et renaissance grâce à la figure eschatologique de l'enfant. Dans la perspective rétrospective de la fin des temps, l'Apocalypse serait le point temporel ultime, mais surtout nécessaire, autour duquel s'organise la fiction cinématographique. La mise en perspective peut prendre appui sur des données scientifiques. On le voit dans le pré-générique du film de Michael Bay, Armageddon, où les données scientifiques sont intégrées à un spectacle apocalyptique. Après avoir montré une émission sur la fin des dinosaures, le film nous introduit aux technologies avancées ultra-contemporaines dans la mythologie de la science, avec son efficacité, sa rigueur, sa froideur. Manque donc l'émotion, et l'émotion, c'est le spectaculaire qui tire le spectateur hors des considérations scientifiques, le replace au sein de la fiction et du même coup dans l'humain. Car contrairement au récit de la disparition des dinosaures, l'épisode de la disparition brutale de la navette Atlantis, donc dans le film de Michael Bay, permet à chacun de mesurer la dimension de l'univers au regard de la dimension humaine. Ainsi retrouve-t-on l'inquiétude métaphysique quasi pascalienne. Dans un autre épisode d'Armageddon, Michael Bay ou Roland Emmerich dans The Day After Tomorrow, qui date de 2005, fait ressentir la dimension humaine au cœur de la fiction en utilisant, la fiction apocalyptique, en utilisant un effet inverse. L'accent mis sur un détail apparemment grotesque mais quotidien, la présence attendrissante d'un homme et de son chien, qui rappelle un autre film, Apocalypse 2024, c'était le titre en français, le retour d'une dimension familière au cœur d'un événement aux dimensions extraordinaires est un autre marqueur de la discordance des temps et participe de l'inquiétante étrangeté. Le début de La Guerre des mondes de Spielberg, en 2005, où un père immature se trouve brutalement confronté à l'invasion martienne, peut faire toucher du doigt cette question de la discordance. Certes, le début de La Guerre des mondes renvoie à la disproportion entre les faibles ressources psychologiques d'un homme et le caractère sidéral de l'événement, mais il renvoie aussi aux échelles de temps. Il y a le temps dont un homme dispose pour agir dans sa sphère et ce qui se joue à l'échelle de l'univers. Dans le film de Mathieu Kassovitz, la science apparaît sous diverses formes. Dans les paroles des personnages sur le développement des techniques de clonage, dans les scènes montrant ici les surcapacités médicales utilisées pour explorer le cerveau humain, là l'utilisation des drones dans la poursuite des fugitifs. Tout ceci accompagne, précède ou suit l'action, toujours de façon spectaculaire, et utilise autant le bain de technologie dans lequel vit le spectateur moyen actuel que les stéréotypes chers aux films d'espionnage à la James Bond. Dans Immortel ad vitam, les techniques de congélation qui maintiennent les individus dangereux en état d'hibernation prolongée se veulent un substitut de la prison. Leur détérioration permettra au héros, Nicopole, de renaître à la vie. Plus discrètement, la science est présente au détour d'une affiche que croise l'héroïne Jean, et sur laquelle le spectateur lira le nom de Tycho Brahe. Bien évidemment, les personnages importants de l'histoire sont souvent des médecins qui réunissent en un seul individu le génie du docteur Frankenstein et les cicatrices de sa créature. Tel est le docteur d'Arcandier, qu'on a vu tout à l'heure, incarné par Amber Wilson dans Des Babylone. Certains acteurs, en l'occurrence une actrice, réapparaissant d'un film à l'autre pour y instaurer un dialogue entre les œuvres, est un dialogue qui n'est pas dépourvu d'humour. Charlotte Rampling joue un rôle de scientifique dans les deux films. Dans l'un, elle assure celui de la résistante au régime en place, et dans l'autre, celui de dirigeante autoritaire et impitoyable d'une secte religieuse. Cette perspective rétrospective est communiquée aux spectateurs pour les permettre une reconfiguration de la fiction et se trouve projetée dans un futur proche et vraisemblable à partir d'éléments hétéroclites et stéréotypés qu'il a en mémoire et se débrouille comme il peut avec des temps recomposés et des éléments de savoir hétéroclites. Dans AD Babylone,
Par exemple, les réfugiés qui veulent regagner l'Alaska doivent embarquer dans un sous-marin nucléaire ayant appartenu à l'ex-Union soviétique. Le sous-marin surgit soudainement et pour quelques brefs instants d'une surface gelée, rendue chaque année plus fragile à cause du réchauffement climatique et menace de s'effondrer sous le poids de la masse des candidats à l'exil. À la surveillance ultra sophistiquée des sous-marins par les satellites s'opposent des rudimentaires filets en corde que les marins utilisent pour hisser à bord les réfugiés qui d'ailleurs s'entretuent pour avoir une place. Le maniement des foules rend la scène spectaculaire. En fait, l'articulation entre les temps lointains, voire antédiluviens, temps de l'Apocalypse et temps actuel, entre science et fiction, ne peut pas se passer de spectaculaire. Il y a donc un rapport métaphysique, pascalien, entre plusieurs échelles de temps, celui d'un homme et celui de l'univers, mais ce rapport métaphysique se retrouve à l'intérieur même des bornes qui marquent la vie d'un homme, la naissance et la mort. Donc je passe à la deuxième partie, il n'y en aura que deux, la question de la Renaissance, la jetée dont Michel Chion dit qu'il est peut-être le plus grand film de science-fiction de cinéma français, et que Chris Marker présente modestement comme photoroman. Je cite Chris Marker, mais idiot, le cinéma, c'est des images qui bougent, commence par la mort d'un homme vu par un enfant, et on en a parlé hier, et se place donc dans la perspective de l'après. Mais c'est aussi un film dans lequel le héros, cherchant à reconstituer le temps perdu d'avant l'Apocalypse, revit par fragments un passé recomposé par sa mémoire sous l'influence de drogues qui lui sont injectées. Il parvient à naître une seconde fois adulte pour finalement voir sa propre mort en restant définitivement cette fois prisonnier du temps. De la jetée à intelligence artificielle, l'événement raconté est associé à l'Apocalypse et à la mort individuelle. Il occasionne en même temps une réflexion sur l'image, comme si la mort devenait